Bonsoir à tous. Au nom d'Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue au Mobilier National et nous reprenons en cette journée printanière, soi-disant, les rencontres des Gobelins avec cette thématique maintenant qui nous est chère autour du savoir-faire et la gastronomie, avec un sujet que l'on n'avait pas encore abordé avec Pierre, c'est la notion de transmettre un immatériel, transmettre le goût, et notamment transmettre le goût aux enfants, avec évidemment une séance spéciale ce soir sur cette manière de transmettre l'aspect le gustatif auprès des enfants. Et donc je laisse la parole tout de suite à Pierre pour la présentation de la soirée. On se retrouve à la fin avec les questions. Merci et bonne soirée. Merci, bonsoir. C'est effectivement une journée printanière, c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup doivent être en train de printaniser ici ou là. Donc ce soir, c'est la gastronomie pour les petits. Transmettre le goût par le récit et par l'image. Et pour ce faire, on a invité donc une autrice, une éditrice. Et nous aurions dû avoir une illustratrice, mais je vous dirai pourquoi elle n'est malheureusement pas là avec nous, mais on va quand même connaître et découvrir son travail. Mais surtout, cette rencontre de ce soir s'inscrit dans le prolongement de la précédente qui traitait, vous vous en souvenez, en avant-première de l'exposition qui est visible à la Conciergerie jusqu'au 16 juillet sur Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours, puisque récemment, depuis la fin avril, nous avons édité, et Actes Sud Jeunesse a édité, avec le soutien de la mission que je dirige, un album découverte qui est intitulé précisément Repas de fête, une tradition française inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est cette actualité à la fois modeste mais importante pour nous qui nous mobilise, puisque c'est au fond un peu le premier ouvrage qui va traiter de ce qui fut il y a 10 ans la première inscription d'une tradition alimentaire au patrimoine de l'UNESCO. Petite parenthèse, l'ouvrage est visible là devant vous, mais il est également en vente, exceptionnellement. C'est une petite page de réclame pour la modique somme de 17 € en espèces ou en chèque. Fin de la publicité. Non, il est là et vous pourrez surtout le parcourir après avoir vu la présentation. On a donc la chance, l'honneur, puis le plaisir de recevoir donc ce soir l'autrice de cet album, Mira Ponce. Et à côté d'elle, à sa droite, Isabelle Peurtic, qui est la directrice éditoriale chez Actes Sud Jeunesse. On nous dira comment Actes Sud Jeunesse est né après Actes Sud Junior, peut-être. Tout à fait. Nous aurions dû avoir donc à nos côtés, comme je vous le disais, Amélie Fontaine, qui est une prometteuse illustratrice, qui a conçu et réalisé les dessins de cet album découverte. Mais il faut l'avouer, elle a été invitée par l'Institut français de la Havane et en ce moment, elle doit être à Cuba. Donc c'est vrai que nos rencontres sont extrêmement importantes. Elles marquent, elles rythment une partie de la vie de la gastronomie et des arts de la table. Mais bon, on comprend qu'elle ait choisi d'honorer cette invitation dans les Caraïbes, même si, là vous m'excuserez ce petit jeu, là je vais oser, même si, comme un bon ami me l'a souvent dit, Cuba, c'est pas le Pérou. Pourtant, c'est ici que l'on se retrouve au Gobelin. Et qu'à cela ne tienne, Isabelle Peurtic, qui connaît bien ce travail, qui nous avait conseillé de travailler avec Amélie Fontaine, nous présentera à la fois l'esprit de son œuvre, de son travail, qu'elle développe avec talent, qui est à la fois illustratrice et artiste. Et puis pour une fois, vous avez vu la configuration a un tout petit peu changé. On va déroger un peu à la règle de l'exposé, qui suit un exposé, sortir un peu de notre ambiance universitaire pour avoir une conversation. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que moi qui parle, mais c'est mon introduction. Une conversation à laquelle vous êtes évidemment conviés pour intervenir, pour faire de cette conversation une discussion agréable et des échanges, à n'en pas douter, fructueux. On va donc débuter, si vous voulez bien, par une présentation des invités. Et la meilleure présentation qu'on puisse faire, c'est qu'ils se présentent par eux-mêmes. Et donc je vais demander d'abord à Isabelle Peurtic, de nous dire en fait comment on devient éditrice des éditions jeunesse et nous raconter un peu brièvement ce parcours, cette formation et aujourd'hui.
Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique dans le milieu éditorial, c'est-à-dire que j'ai pas fait toute ma carrière dans l'édition, comme c'est le cas de la plupart des gens qui y sont. Je ne suis arrivée dans l'édition qu'à l'âge de 40 ans, ce qui est un âge assez tardif, après avoir travaillé pendant 14 ans dans l'industrie textile et avoir été aussi enseignante très brièvement. Voilà, il se trouve quand même que j'avais fait des études de lettres au départ et que c'était quand même un peu ce qui moi me portait, c'était l'amour des livres et c'est ce que j'avais toujours voulu faire et que je m'étais un peu, enfin je vous raconte un peu ma vie, mais je m'étais un petit peu interdit de faire, ça me paraissait totalement inaccessible. Et puis bon, finalement, les hasards de la vie ont fait que j'ai pu rentrer chez Actes Sud à la faveur chez Actes Sud, ça s'appelait Junior à l'époque, à la faveur d'un stage. À l'époque, c'était en 99. Il y avait 2 personnes qui travaillaient, donc la directrice de l'époque qui avait créé le département et un jeune assistant éditorial. Et donc ils avaient besoin de gens, donc je suis rentrée comme stagiaire, j'ai proposé mes services, voilà, comme stagiaire, et puis finalement, 1 an après, on m'a rappelé en me disant qu'il y avait un poste qui se libérait, et j'ai commencé par faire les cessions de droits, vendre les droits à l'étranger, pour voilà, développer tout ce département, parce que c'est un aspect du livre qu'on connaît peu quand on n'est pas dans l'édition, ce sont les cessions de droits. Qui n'est pas désagréable parce que les grands rendez-vous des foires internationales, et notamment pour le livre jeunesse, je crois, c'est Bologne, qui est quand même aussi une ville. Alors parfois, on ne voit pas trop la ville. Alors, si, on la voit. Et Francfort. Oui. Et Francfort, voilà, c'est ça. Il y a ces 2 grands rendez-vous. Et puis en dehors de ça, il y a des foires dans de nombreux pays du monde, des foires internationales. Moi, je suis allée à Pékin, je suis allée en Russie. Voilà, il y a quand même pas mal d'endroits où on attend. On attend de l'édition française qu'elle montre un peu tout ce qu'elle sait faire, et Dieu sait qu'en France il y a quand même une grande diversité éditoriale et qui est assez reconnue dans le monde entier. En jeunesse, il faut savoir notamment qu'on vend beaucoup les droits de nos livres en Corée, par exemple. Les Coréens sont les premiers acheteurs de droits en livres jeunesse. Les Chinois aussi. Bon, après, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les publications en Chine, mais en tout cas, ce sont vraiment, notamment les livres documentaires, sont vraiment repérés en Chine. Après, bon, il y a d'autres pays en Europe, un petit peu aux États-Unis, mais voilà, c'est vraiment l'Asie qui est le premier acheteur sur les droits des livres jeunesse. Et même si je suis certain que tout le monde connaît très bien cette maison dont on apprécie l'esthétique, mais aussi le fond, Actes Sud, peut-être un petit mot sur Actes Sud. Donc, en retravaillant ça, je me suis souvenu j'ai retrouvé que le acte de Actes Sud venait de... Atelier de cartographie thématique et statistique. C'est une maison qui est à Arles, mais voilà, c'était à un moment... En fait, c'est Hubert Nissen, alors il y a bientôt 50 ans, a racheté, donc lui venait de Bruxelles, de Belgique. Il voulait s'installer, il avait 50 ans lui aussi, pour lui aussi c'était un départ tardif. Il voulait créer je ne sais même pas si au départ il voulait créer une maison d'édition. Enfin, en tout cas, il voulait s'installer dans le sud de la France et il a racheté cet atelier de cartographie dans un endroit qui s'appelle le Paradou, je crois. La maison. Voilà, et il a commencé à publier 1 livre, 2 livres, 3 livres. Après, il a rencontré Nina Berberova, et puis c'est à partir de là tout a commencé. Ensuite, ils ont rencontré Jean-Paul Capitani, qui vient de décéder, qui a proposé à Hubert de venir installer la maison à Arles, dans le Méjean, parce que c'était toute cette partie d'Arles appartenait à sa famille, et il avait vraiment envie d'y installer une librairie et puis une maison d'édition. Voilà, c'est un peu la mythologie de la maison. Et c'est vrai que c'est une grande maison, parce que c'est grâce à Actes Sud qu'on a, je pense, découvert les Paul Auster, les Don DeLillo, les Nina Berberova. Oui, ça a été vraiment... La littérature étrangère a vraiment été le moteur de
de la maison au départ. Puis après, bon, il y a eu des auteurs français, Laurent Godet, bon, plus récemment Goncourt. Nicolas Mathieu, voilà. Mathias Hénard. Enfin bon, on a déjà quelques Goncourt. C'est vrai, au moins 4. C'est vrai que voilà. Et pour en revenir à la jeunesse, le département a été créé en 97. 15. 15 ? Non, merci. Mes notes. Oui, 95. Et par Madeleine Toby, donc elle avait eu un parcours éditorial chez voilà, et puis que Mira connaît bien parce que c'est elle qui l'a fait venir dans comme l'un des premiers auteurs de la maison. Hein. Ouais, oui. Donc ça fait un moment qu'on se connaît aussi. Et voilà, donc ça a été aussi le début de cette aventure dans le livre jeunesse. Alors, avant de parler effectivement du livre jeunesse, et peut-être du livre de cuisine aussi, qui est moins une spécialité, oui. Mais donc de joindre les deux. Mais Mira, à vous de nous dire un peu aussi comment devient-on autrice. J'imagine que le parcours est là aussi personnel. Très personnel, oui. Enfin, je pense, parce que j'ai jamais pensé à être auteur. Jeunesse. Je suis journaliste, voilà, donc j'ai été pigiste des années, etc. Et je raconte un peu ma vie, allez, moi aussi. Bah oui. Et donc j'ai travaillé à Bayard Jeunesse, qui est une grosse maison aussi d'édition. Une grosse maison d'édition qui est aussi qui fait des journaux, enfin. Et donc j'ai travaillé à un numéro 0 pour jeunes filles, une création avec une dame qui s'appelle Catherine Peugeot, qui depuis a pris sa retraite. Et on a travaillé 6 mois ensemble, toutes les deux. J'étais comme son bras droit, quoi, pour créer ce journal. Donc c'était pour moi hyper intéressant, vraiment, quoi. Et du coup, elle a tellement aimé mon travail qu'elle m'a présenté à Madeleine Toby en lui disant, bah écoute, là j'ai une journaliste auteur qui peut être bien pour toi. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc Madeleine Toby, qui est donc, comme Isabelle le disait, a créé Actes Sud Junior, qui n'existait pas du tout chez Actes Sud. C'est quand même, pour moi, c'est une femme vraiment extraordinairement intelligente, pleine de vision, etc. Bon, bref, et on a travaillé ensemble. Elle m'a fait confiance pour un premier livre, puis après, il y en a eu plein d'autres. Voilà. Alors, vous avez beaucoup travaillé avec Actes Sud, mais pas uniquement. Et sur le sujet qui nous intéresse, moi, je me souviens j'ai retrouvé un livre chez Milan. C'est ça, oui. Chez Actes Sud, j'ai fait un livre sur les aliments. Alors, on va en parler, pas à pas. Les aliments à petits pas. C'était une collection qui s'appelait À petits pas, qui était une collection documentaire sur la géologie, le journalisme, enfin toutes sortes de sujets. Donc j'avais fait les aliments et pour Milan, j'ai fait aussi Je suis bien dans mon assiette, qui était plutôt pour les ados, avec des petites BD à l'intérieur, et c'était plutôt des notions de nutrition, mais légères. Hein, alors ça voilà. on va en reparler peut-être un tout petit peu plus tard, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un des sujets intéressants dans le livre de jeunesse, c'est-à-dire d'abord comment on s'adresse à un jeune public, et puis est-ce qu'on veut être didactique au risque d'être parfois un peu moralisateur ou pas, et comment on fait passer ce message, et le parcours que vous évoquez est intéressant, parce que quand on est journaliste, on est aussi un peu celui qui traduit à la fois une actualité ou un phénomène de société. Oui, tout à fait, pour un autre public. Enfin, quand on est journaliste, on fait une enquête, a priori, c'est mieux, plus ou moins longue selon le sujet. On rencontre des gens, on lit beaucoup de choses, on se renseigne sur un sujet donné, et ensuite on le digère, je dirais, même si c'est pas très élégant, mais bon, c'est notre sujet ce soir, et on le retranscrit pour l'information est mise en forme, on fait quand même un petit peu de création, de remoulinage, quoi, en fait. C'est vrai que pour les enfants, c'est encore un autre travail, quoi, que pour un public d'adultes.
Oui, il y a un ton particulier aussi pour parler aux enfants. On se pose notamment toujours la question de est-ce qu'on doit tutoyer l'enfant, est-ce qu'on doit s'adresser à l'enfant. Et donc on a toujours ce questionnement. Quelquefois, on dit oui, quelquefois oui, on préfère. Puis après, selon la tranche d'âge, ça nous paraît aussi moins intéressant de le faire. Donc c'est ce genre de questions. Oui, parce que la difficulté, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est de... moi, mon métier, c'est donc de faire passer de l'info. Pas faire passer un message, je dirais, parce qu'il n'y a pas de message, mais il y a des informations à faire passer. Et comment les faire passer pour ce public qui aime bien jouer, qui aime bien rire, qui aime bien sauter sur des lits, enfin faire autre chose que lire des bouquins qui parlent de documentaires, quoi. Et donc il faut trouver les mots, les façons de présenter les choses. Il n'y a pas de recette, en fait, pour moi. Je pars surtout de ma curiosité personnelle et de ce qui m'a incroyablement étonnée dans une enquête, par exemple, de ce qui m'a vraiment fait sourire. Enfin, voilà. Et après, je me dis, peut-être que 6 mois, ça m'a intéressé, peut-être que les enfants aussi. Oui, ce que je trouve dans ton approche qui est particulière et intéressante, c'est effectivement tu pars souvent de l'anecdote pour arriver au général. Et ça permet d'entrer dans le sujet beaucoup plus facilement et ça attire en fait le lecteur. Ça l'amène vers le sujet et ça lui donne envie d'en savoir plus. Oui, parce que vous parliez de didactisme. C'est vrai qu'il y a ça en filigrane, mais moi j'essaye de ne pas faire un documentaire didactique parce que c'est vraiment... il y a les livres d'école pour ça, hein. Justement, on se démarque de ça, quoi, quand on fait un livre jeunesse. Voilà. Alors après, c'est vrai que le livre de cuisine est encore un peu particulier puisqu'il y a plusieurs typologies. Là aussi, entre le livre de cuisine, justement, et puis le livre de recettes. Et peut-être qu'avec l'ouvrage dont on parle au cœur de notre discussion ce soir, on est encore dans un autre univers d'un entre-deux. Mais il y a l'importance des mots, d'aimer, évidemment. Non, mais ça, malheureusement, avec le livre, on peut aspirer à faire entrer le lecteur dans les cuisines après pour préparer à manger. Et puis il y a les illustrations. Donc parfois on a des photos, parfois il y a les bandes dessinées, parfois il y a des dessins. Là défile une partie des premières pages du repas de fête, et donc des dessins faits produits par Amélie Fontaine. Et bon, comme même je l'ai dit qu'elle n'était pas là, soit avec une très bonne excuse, on peut tout de même dire un peu d'où elle vient, quel est son travail. Et peut-être, Isabelle, comment vous l'avez choisi et identifié ça c'est une partie du travail, je pense, d'éditrice, de ce qu'elle a pu faire et pourquoi vous pensiez que ça pouvait coller avec nos attentes. Amélie, je la connais depuis, je sais pas, 8 ou 9 ans à peu près. On a fait un premier livre avec elle autour des jeunesses européennes. C'était un travail qu'elle avait fait avec la journaliste de France Inter, Caroline Gillet, qui s'intéresse beaucoup à l'Europe et qui était allée interviewer, c'était pour une émission d'été, plusieurs jeunes Européens qui racontaient leurs ressentis par rapport à l'Europe au moment où il y avait quand même beaucoup de questionnements par rapport à cette institution. Et donc, elle avait emmené Amélie, pas dans tous les pays, mais dans certains pays. Et Amélie avait fait une espèce de carnet de voyage. J'ai pas le livre ici, donc je l'ai pas trouvé avant de partir. Mais elle avait fait une sorte de carnet de voyage avec les portraits de ces jeunes Européens. C'était un livre un peu hybride, qui s'adressait plutôt à de témoignages, qui s'adressait plutôt à des adolescents, à des jeunes, mais aussi à des adultes. Et j'avais trouvé son travail vraiment intéressant, puis son ouverture, la façon dont elle, pareil, là aussi, dont elle prenait des petits détails pour incarner un pays. Donc il y avait, je sais pas, la Pologne, il y avait un jeune portugais, je crois. Et chacun avait son problème. Il y en avait qui avaient des questionnements par rapport à leur identité sexuelle, d'autres qui avaient des questionnements par rapport à... C'est à Chypre, notamment, où il y a la question de la frontière qui est
qui est vraiment crucial. Voilà, il y avait vraiment, chaque pays avait son... Et elle avait vraiment représenté ça de manière à la fois très simple, avec son dessin qui est comme ça, avec son trait assez fort, et puis sa palette de couleurs. Souvent, elle utilise des couleurs très pop, voilà, qu'on voit très vives, très contrastées, et qui permettent justement voilà, d'avoir une. C'est son style en fait. Donc là, je vous montrais un peu ce livre qui s'appelle, c'est un livre qu'on a publié, un album pour les petits qui s'appelle Olive au marché, où là c'était une espèce de balade d'un enfant dans un marché. Et voilà, c'est aussi très jubilatoire par rapport à ce que la nourriture peut faire ressentir en termes de sens pour un enfant. C'est-à-dire quand on voit tous ces gâteaux, par exemple, ça fait un peu saliver quand même. Et donc elle voulait représenter l'intérieur de la grenade, qui est ici un petit peu, à la fois qui est un petit peu simplifié, mais qu'on reconnaît. Et ça prend un peu une tête de monstre. Moi, je voyais une grande bouche. Voilà, c'est ça, c'est un peu comme une grande bouche. Peut-être qu'on peut filer. Là, c'est les petits comment ça s'appelle, ces petits gâteaux cannelés là, de Bordeaux. Un peu qui sont un peu dans tous les, un peu tordus, un peu dans tous les sens. Et voilà, c'est un détournement très intéressant. Ça, c'est un livre qu'elle n'a pas fait chez nous, mais qui s'appelle A tavola, sur la cuisine italienne. Voilà, c'est vrai que c'est très riche, très chatoyant, et ces couleurs font plaisir. Et dans l'ouvrage dont Mira est l'autrice, c'est vrai que l'association des deux, moi je trouvais fonctionnait aussi. Oui, et puis ça permet aussi, quand on a souvent quand on a des sujets comme ça qui ont un contenu un petit peu universitaire, un petit peu didactique, on essaye de faire une transgression un peu, un décalage vraiment. Un petit pas de côté. Oui, un petit pas de côté avec les images. Ça nous permet d'attirer le lecteur, parce que sinon, autrefois, les livres documentaires, ils avaient traditionnellement des photos quand on était enfant. Et les photos, c'est une vision, finalement, c'est redondant. On a un texte et puis on a l'image qui montre ce qu'il y a dans le texte. Oui, ça permet un peu de... Mais ça fait pas travailler l'imaginaire. Là, on a un documentaire, et le documentaire peut faire travailler l'imaginaire. Donc c'est ça aussi qu'on a envie de faire. La transmission, du savoir, pour nous, elle passe par là. Elle passe par aussi... là, on parle de choses qui éveillent les sens. Donc avec les livres, on essaye aussi de faire en sorte que les enfants aient leur sens éveillé avec les yeux, même si on n'a pas encore inventé les livres en odorama et en savorama. Non, mais on va revenir après à l'illustration, et puis je peux de poursuivre un peu sur les phénomènes d'édition, parce que c'est vrai que l'édition jeunesse, on dit qu'elle se porte très très bien, que l'édition cuisine se porte encore mieux. Donc là, en fait, on a trouvé la bonne recette. Un livre jeunesse sur la cuisine, on va en vendre jusqu'en Corée, donc j'ai bien noté. Et est-ce qu'il y a une recette infaillible pour ce type d'ouvrage? C'est pas bon. Il faut quand même nuancer le propos. Le livre de documentaire dans l'ensemble du secteur jeunesse, c'est pas ce qui se vend le plus. C'est-à-dire que c'est pas spontanément, c'est pas les achats d'impulsion des enfants quand ils rentrent dans une librairie, ils se précipitent pas sur le. Souvent, c'est plutôt les parents, les grands-parents qui vont offrir ce genre de livre en disant il aime bien faire la cuisine, donc je vais lui offrir. Mais c'est pas les livres, on n'est pas du Harry Potter. Enfin, c'est pas du. Ça c'est intéressant. Donc du coup, et quand on est autrice, à qui on s'adresse vraiment? On s'adresse parce que là on avait dit donc c'était 9-12 ans. Hein, oui. On s'adresse à l'enfant de 9-12 ans, ou on s'adresse au grand-père, à la grand-mère, au père, à l'oncle? Moi, je m'adresse aux enfants. Ah oui, c'est clair. Je pense même pas à qui va acheter ça. C'est pas mon problème, si je dois dire. Ça, c'est un peu le mien. Voilà. Alors, est-ce que du coup, donc l'autrice s'adresse à l'enfant, donc on imagine qu'il peut le lire seul? Oui, tout à fait. Exactement. Donc il faut prendre des tournures de phrases simplifiées. Il faut choisir les informations
on va pas tout dire parce que ce sera pas possible. Ils ne comprendraient pas, ils n'ont pas tout ce que nous, en tant qu'adultes, on connaît, et des tournures de phrases, des mots qu'on peut expliquer, mais à dose voilà, réfléchie, parce que sinon, ça va leur tomber des mains. Donc, faut penser à tout. Oui, je pense à tout ça quand même, en essayant de m'amuser moi-même. C'est ça le truc, quand même. Et l'éditrice, derrière, s'assure que... c'est-à-dire que moi, j'ai des impératifs de vente. On est une industrie, finalement. Hein. Donc, et puis, ça coûte un peu d'argent de faire un livre. Donc, voilà, il faut arriver à un certain équilibre. Et puis, l'équilibre, il est assuré par les ventes qui vont se faire en librairie. Et oui, nous, notre préoccupation, elle est double. Effectivement, il faut que ce soit lisible pour les enfants. Et puis, il faut que ça donne envie, pour ce type de livre-là, hein, je parle pas en général pour tous les livres jeunesse, mais il faut que ça donne envie aux adultes de l'acheter. Donc, et puis il faut que les adultes se disent, ah, bah, mon fils ou mon petit-fils ou ma petite-fille vont pouvoir... va pouvoir lire ce livre. Il ne faut pas que la personne qui achète ait un doute. Donc on a comme ça plusieurs intermédiaires, sans compter le libraire, sans compter le représentant, donc qui sont autant de relais qu'on va trouver, mais qui peuvent être aussi autant d'obstacles pour la vente du livre. Donc voilà, c'est un travail de marketing, hein, c'est un travail qu'on peut trouver dans d'autres industries, mais qui est particulier parce que chaque livre, c'est une pièce unique. Voilà. J'en profite aussi pour... Il y a une autre personne, un personnage dans le rouage qui permet de sortir ce bel album. C'est l'éditrice, donc indépendante, mais qui fait le lien au sein de l'ouvrage avec, et on en parlera si elle veut bien, puisqu'elle nous fait l'amitié d'être là aussi, Chloé Guidou, donc qui est là au premier rang. Qui est donc ici, voilà, merci beaucoup. Et peut-être effectivement après, au fur et à mesure de la conversation, de voir comment on lit l'illustratrice, enfin les travaux de l'illustratrice, comment elle appréhende le texte. On va vous raconter un peu effectivement l'arrière-cuisine, si j'ose filer la métaphore, de comment tout cela fonctionne. Mais juste avant, parce que des fois on a parlé de livres de recettes. Au fond, est-ce que c'est pas un handicap? Alors je me tire un peu une balle dans le pied là en disant ça, qu'on n'ait pas eu l'envie, le souhait, on en avait discuté en fait, de pas avoir de recettes dans un livre de cuisine pour enfants. C'est-à-dire que moi je le considère pas tout à fait comme un livre de cuisine. Je le considère comme un livre documentaire déjà sur ce que c'est que le patrimoine, parce que pour moi c'est quand même quelque chose qui est intéressant d'expliquer aux enfants. Et puis aussi, justement, cette partie du patrimoine que constitue le repas gastronomique. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait été, si on avait mis une ou plusieurs recettes, on aurait été dans une ambiguïté, et notamment parce que nous, toujours dans notre optique, il faut que le livre se vende. On pense au libraire. Le libraire, lui, il est rigide, c'est-à-dire qu'il a son rayon cuisine. Son rayon cuisine, il y a des livres de cuisine. Il peut y avoir des livres autour de la cuisine et de grands cuisiniers, mais nous, on est dans un rayon jeunesse. Et dans un rayon jeunesse, il y a les livres documentaires, les livres de fiction et les albums. Et les livres de cuisine, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que voilà, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu à part. Donc voilà, tout est un peu complexe. On a toujours plein de réflexions, notamment avec nos commerciaux. Nous, avant de mettre un livre sur le marché, où est-ce qu'on va le placer? Qu'est-ce qu'on va mettre comme... Voilà, on rentre tout un tas de métadonnées dans les bases de données qui vont après ressortir. Quand vous faites une recherche sur Internet, c'est tout ce on a rentré qui va ressortir. Donc c'est important ce qu'on décide de mettre au départ. Parce que si on mettait livre de cuisine, ça peut prêter à confusion. Et les gens peuvent nous dire après, mais c'est un livre de cuisine, mais il n'y a pas de recette. Alors moi j'ai... Dans le domaine qui est mien, effectivement, un certain nombre de livres de cuisine sont généralement des livres soit de chefs, et pas forcément avec des recettes, dans lesquels on dit qu'il y a une sorte d'histoire, de supplément d'âme, et le livre de recettes, qui lui pose un catalogue quasiment utilitaire,
et qui est là pour pas à pas, comme il y a eu des grands succès dans l'histoire de la littérature jeunesse de cuisine, notamment Le Fils de Raymond Oliver. Voilà, jouer, si on le trouve, c'est tant mieux, mais sinon c'est pas très grave, mais qui était donc le fils de Raymond Oliver, Michel Oliver. Raymond Oliver a fait un livre qui a été fait, je crois, en 1963. Donc 60 ans, ils ont vendu 2 millions d'exemplaires sur les livres de recettes simples. Et en plus, c'était préfacé par Cocteau, ce qui est assez amusant. Mais il est très beau, hein. Vraiment. Il est un peu rétro, mais il est très intéressant, je trouve. Complètement rétro. Et là, c'est ce sont que des recettes et qui sont faits pour, là, pas à pas, un peu des leçons de goût pour aller inviter le jeune lecteur à aller en cuisine et faire à manger. Là, c'est vrai que le propos qui était le nôtre était différent. Et puis, il faut saluer quand même le travail évidemment fait avec talent par Mira, parce que c'était pas évident pour raconter là aussi l'arrière-cuisine, lorsque nous sommes rencontrés au début avec Isabelle Pérotique, moi je voulais un livre sur le repas gastronomique des Français inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Comme ça. Donc c'est sûr que traduire ça pour un jeune lecteur de 9 ans n'avait rien d'évident. Et pourtant, c'est arrivé. Oui, pas facilement, mais c'est arrivé. Pour moi, c'est jamais facile, parce que c'est rarement des sujets que je connais, quoi. Quand j'ai fait ce livre sur la mémoire, par exemple, j'étais pas scientifique je connaissais des petites choses, quoi, mais j'avais beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai fait une grosse enquête qui était passionnante. Et le repas gastronomique des Français, oui, c'est vrai que c'était assez. Je sais pas, j'étais un petit peu dubitative, on dira. C'est vrai. Et donc j'ai réfléchi beaucoup comment transmettre cette chose qui est quand même, en fait, qu'est-ce qu'on veut transmettre ? On veut transmettre une tradition et quelque chose qui a été quand même reconnu internationalement par l'UNESCO, voilà, comme d'autres cultures l'ont été. Voilà, donc je me suis rentrée dans l'enquête, et donc j'ai eu votre aide, vous m'avez ouvert votre bibliothèque, déjà ça m'a un petit peu, voilà, et peu à peu j'ai bâti le livre. C'est ça qui est important, je pense. Une fois qu'on a pas mal enquêté, on bâtit l'ossature du livre, de quoi on va parler, et même si ça bouge après d'ailleurs, et ça a bougé. Donc j'ai interviewé des historiens qui sont autour de vous, plusieurs. J'ai été voir plein de choses, et voilà. Je me suis dit, il y a quand même plein de choses intéressantes et drôles. Moi, j'ai appris des choses, comment c'était au Moyen-Âge, justement, par exemple, et d'où vient cette gastronomie française qui est quand même reconnue mondialement. Ça vient d'où, quoi ? Bien sûr, on ne dit pas qu'il y a que la gastronomie française qui est connue mondialement, mais il faut le reconnaître, on a ça. Et donc, voilà, je réponds dans le livre. Non, et c'est vrai que cette notion de patrimoine immatériel n'est pas non plus toujours très, 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 très facile, et on n'est pas toujours très, très à l'aise, surtout en France. On est plus à l'aise avec les vieilles pierres, si je puis dire, plus les cathédrales qu'effectivement ce patrimoine dit immatériel. Donc il fallait expliquer cela. Que la gastronomie non plus n'est pas un gros mot, donc il fallait aussi rentrer. Donc les rencontres avec des historiens, des sociologues a aidé, beaucoup de lectures, beaucoup ingurgiter, beaucoup digérer. Oui, tout à fait, digérer et puis après remanier, quoi. Et voilà, réordonner l'information, quoi, parce que voilà, je ne fais pas une thèse. Je ne suis pas historienne, mais et puis il y a des fois des historiens qui entre eux ne disaient pas tout à fait la même chose. Alors bon, c'était pas évident, donc il faut trouver une troisième source peut-être, ou une quatrième source, et puis voir ce qu'on met pas, puis là, tant pis, on le dit pas. Enfin, vous voyez, c'est quand même un gros. Voilà. Cet univers du repas, de la cuisine française est aussi pleine, mais on le sait tous, d'anecdotes plus ou moins vraies, mais qui sont plaisantes à raconter. On préfère parfois imprimer la légende que le fait exact. Ça a été le cas. Alors c'est vrai que c'était toujours
moi, venant de cet univers un peu universitaire, j'avais le besoin, la quête du juste. Moi, je l'ai toujours, parce qu'en général, mes sujets sont scientifiques ou autour des sciences. Donc, moi, vraiment, j'ai un objectif, et je tiens absolument pas, parce que c'est des sujets quand même difficiles. Si on fait une erreur scientifique, on vous attend au tournant, quoi. Et puis, quand même, on transmet à des enfants. Si on dit une bêtise, c'est pas terrible. Donc vraiment, j'y vais vraiment très très lourd sur l'enquête, quoi. Et j'interviewe, oui mais bon, l'autre a dit que. Enfin, j'essaye de savoir le fond du fond. Et voilà, quoi. C'est la guerre des fourchettes qui était amusant pour ça. Non, mais alors les légendes, c'est vrai que. Alors certains sont, oui, c'est une légende, d'autres qui disent bah non, peut-être que non. Bon, mais en fait, voilà, il suffit de dire aux enfants, on dirait que, ou c'est peut-être une légende, et voilà. Enfin, il faut pas. Mais parce que en fait, j'ai découvert que dans tout ce qui est gastronomie ou même cuisine, mais il y a une quantité d'idées reçues. Mais même moi, j'en avais, quoi. Que je sais pas, la quiche Lorraine, ça vient de là, ou je sais pas, ou que Louis XIV il fait ci, ou que la poule aux peaux c'est Henri IV. Enfin, mais des trucs et que les gens croient dur comme fer. Donc, il a fallu aussi que moi je m'adapte et que je me dise. Ah non, c'est pas ça, d'accord. Ben non, voilà. Voilà. Oui, par exemple, c'est vrai qu'on est sur la belle table, juste avant, la table façon avec toutes ces. Il y a la guerre des fourchettes juste après, voilà, mais cette belle table et le nombre de fourchettes, de tables. Bon, on n'a pas ça au quotidien, évidemment, mais néanmoins, le placement des verres, le placement des fourchettes est tout à fait anecdotique. Il y a eu une petite controverse entre historiens le soir de l'inauguration de l'exposition Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours, parce qu'elle est reconstituée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont la chance, pour l'instant, c'est jusqu'au 16 juillet d'y aller, la table du Ritz. Alors c'est intéressant parce que le Ritz, en même temps, c'est aussi pas forcément franco-français. Et pour ces histoires de fourchettes, la fourchette sur la table dressée du Ritz a les fourches vers l'extérieur, ce qui est plutôt un signe agressif des Anglais. Hein. En fait, ça ne tient pas du tout à ça. C'est juste que les armoiries de la fourchette sont sur le haut de la fourchette et sont sur l'intérieur de la fourchette et pas l'extérieur. Et les Français l'ont à l'extérieur. Et là, c'est posé la question de dire, mais à côté de moi, je tairai son nom parce qu'il est important dans la mission, disait, mais qui voulait faire changer l'emplacement de la fourchette dans cette exposition, que c'était pas admissible. Donc voilà. Donc il y a à la fois mythologie et puis parfois quand même des vraies guerres presque de religion. Oui, tout à fait, notamment sur le rôle de Louis XIV. Alors bon, apparemment, quand même, Louis XIV a été très important pour notre gastronomie à la française, mais il y a des historiens qui temporisaient la chose, d'autres non. Enfin, c'est quand même, c'était pas hyper facile toujours. Le vrai roi gastronome, c'est Louis XV. Typique. oui, il en a bien profité. Et qui est bien moins connu, mais bon, voilà, un certain nombre de travaux en ce moment sur Louis XV et la table font ressortir qu'il avait une vraie attention et un peu plus partagé à peine que Louis XIV. Un peu plus. Oui. Un peu plus. Voilà. Dans petit dîner en aparté. Donc c'est vrai que cet ouvrage à la fois il faut suivre et c'est vrai que bon, on avait. Comment ça s'est passé d'ailleurs avec les sociologues et historiens, et surtout quand il s'est agi qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord, comment on tranche? Difficilement. Dans l'éditrice? Difficilement, non, parce que tu t'exprimes bien sûr si tu veux, mais le problème c'est que je t'ai donné un texte qui m'allait à moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai tranché, c'est pas que j'ai tranché, mais j'ai modéré des fois ce qu'un historien a pu me dire. Quelqu'un d'autre me dit quelque chose un petit peu différent, du coup je vais modérer ou je vais aller vers une troisième ou une quatrième source pour voir. Voilà, donc du coup, oui, de toute façon, je fais pas de thèse non plus. L'important c'est de pas dire de bêtises. Donc, oui, quelquefois il vaut mieux d'ailleurs ne rien dire que de dire une bêtise. Il y a parfois des choses qu'on élude carrément parce que on n'est pas effectivement. On fait un livre pour les enfants, on a déjà suffisamment de matière pour. Pour avoir le choix de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit pas. Mais bon, c'était pour des détails, c'était pour des. Globalement, c'est quand même des gens. On sait où se niche le diable. Oui. Surtout en cuisine. Donc c'est vrai que c'est important. Alors après le travail avec l'illustratrice,
Ça, en revanche, là, Mira, là, vous, dans la fabrication du livre, Oui. En fait, vous avez donné le texte. C'est ça, c'est comme ça que Actes Sud Alors procède. ça, c'est la méthode maison, c'est-à-dire que chez nous, tous les éditeurs ne travaillent pas forcément de cette manière-là, mais en tout cas, nous, les auteurs et les illustrateurs, alors ils peuvent se voir, hein, quelquefois on fait une réunion générale où tout le monde se rencontre, mais souvent, et de moins en moins, ils se rencontrent d'ailleurs parce que tout le monde habite à des endroits différents de France, donc ça devient de plus en plus compliqué. Mais voilà, nous, on a quelqu'un qui fait la direction artistique, qui sert de filtre par rapport à l'illustratrice ou l'illustrateur. On a l'éditeur ou l'éditrice qui sert de filtre par rapport à l'auteur. Et donc, l'éditeur, donc l'éditrice, hein, Chloé en l'occurrence, communique avec le directeur artistique qui communique avec l'illustratrice. C'est un parti pris qui permet d'éviter certains conflits, certains abus de part et d'autre. Voilà, parfois ça peut être compliqué quand on. Et puis nous, on tient aussi. C'est quand même nous qui avons la maîtrise, qui faisons. Enfin, comme dans le bâtiment, on est les maîtres d'œuvre. Donc c'est nous qui devons vraiment faire en sorte que tout soit équilibré, que tout soit géré correctement. Donc je laisse l'illustrateur ou l'autrice travailler et Chloé, en l'occurrence, l'éditrice, m'envoie les crayonnés, c'est-à-dire des dessins qui ne sont pas finis, pour voir si c'est en conformité avec le côté historique ou scientifique. Pas du tout, je juge pas du tout son travail. Même si j'ai le droit de dire j'aime pas, enfin, mais c'est pas le propos, quoi. Et après, l'illustratrice, tu transmets l'illustratrice, il va et finit son, voilà. Et j'ai toujours le droit de dire là peut-être que c'est pas. Hein. Attends une seconde, excusez-moi, pardon. Peut-être qu'on peut, voilà, avec le micro. Oui, sur certains détails, je sais qu'on a fait attention notamment alors là, on en avait discuté avec Isabelle aussi, et notamment les verres de vin, on a fait attention à ça, parce qu'effectivement, Amélie en avait placé beaucoup, et comme on s'adressait à des enfants, c'était important. Alors on en a laissé on parlait notamment, on a laissé des bouteilles de vin, mais on a essayé d'édulcorer un peu ça. Ça, c'est typiquement le genre de détail. Voilà, Oui, d'ailleurs, je voulais attirer l'attention sur. Donc, on a mis effectivement un petit avertissement sur la question du vin, parce que dans la littérature jeunesse, on est sous le coup de la loi de juillet 49. Qui nous interdit de faire la promotion de drogue, d'alcool, de je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, voilà, c'est une loi de 49, donc elle est un peu datée sur certains sujets. Néanmoins, sur l'alcool, et d'autant plus qu'il y a la loi E20 par-dessus le marché, donc voilà, on est d'autant moins autorisé à faire la promotion de l'alcool. Donc là, c'est vrai que les bouteilles de vin, on a essayé de les voilà. Une bouteille de vin. Voilà, mais parce qu'effectivement, on a eu aussi cette discussion ensemble. Le dîner gastronomique des Français aborde cette question il fallait de en la parler, boisson. Quoi. Moi, je me suis posé la question aussi, mais ça fait partie du dossier qui a été déposé à l'UNESCO. C'est-à-dire le vin fait partie intégrante de la gastronomie, du repas gastronomique français. Donc bon, je ne pouvais pas ne pas en parler, mais finalement, ça s'est réduit à un paragraphe, quoi. Voilà. Pour moi, il était effectivement indispensable que cet aspect-là soit mentionné, principalement parce que, certes, comme vous l'avez dit, c'est dans le dossier d'inscription, mais surtout, c'est l'une des rares spécificités et de différence avec peut-être d'autres expressions culinaires d'autres pays. Au fond, tout le monde se met autour de la table pour fêter un moment heureux. C'est ce qu'on appelle le repas gastronomique. Mais il existe aussi le repas gastronomique des Français, des Japonais, des Espagnols, des Italiens, etc. Mais l'attention toute particulière qu'il y a à l'accord mets vins est une des spécificités revendiquées et qui après est aussi reconnue. Donc c'est vrai que je tenais à ce que ça y soit. Et au fond, cette petite phrase est assez bien vue parce qu'elle encourage la consommation modérée, elle autorise la consommation modérée pour les adultes, majeures. Mais elle dit bien que cet aspect-là fait partie du repas gastronomique et que donc il doit y être. Et si on n'avait pas pu le faire,
Je préfère pas y penser. Non, non, mais c'est vrai que sur le tabac, notamment, je me souviens une affiche un livre du Rouergue sur Monsieur Hulot, où on voyait Tati avec sa pipe, et donc ils avaient remplacé la pipe par je sais plus quoi. Ah oui, par un tourniquet, un moulinet, les trucs qu'on achète dans les fêtes foraines là. Et bon, c'était bizarre. En même temps, voilà, cette pipe faisait tellement partie du personnage que mais ça, voilà. On est obligé parfois en littérature jeunesse de trouver des chemins un petit peu tortueux pour arriver à rentrer dans les... Je pense qu'il faut juste dire la vérité. Dans le pavé que j'ai écrit, le petit encadré, j'ai juste dit, voilà, le vin est très important, etc. Pour les grands, voilà. Et c'est clair. L'enfant, il sait bien qu'il n'a pas le droit. Enfin, voilà, c'est pour les grands, c'est réservé aux grands. Oui. On parle aussi du métier de sommelier. Et alors justement, j'ai pensé aussi quelque chose d'intéressant pour un enfant, le métier autour du vin, le sommelier. Je pense pas que beaucoup d'enfants le connaissent, quoi. Donc j'ai trouvé ça une idée de tourner autour de cette idée du vin, mais voilà, autour de l'apprentissage justement de ce métier. Voilà. Peut-être, Mira, vous pouvez dire aussi comment ils sont construits chacun des chapitres, et ces encadrés qui ne sont pas graphiquement encadrés, mais qui en sont presque, avec le sais-tu ou les définitions. Ça s'est fait au fil de l'eau, si je peux dire. Bah oui, petit à petit, ça suit quand même l'enquête que j'ai faite autour de l'inscription du repas gastronomique des Français à l'UNESCO, où il y a la notion de goût, de fraîcheur, de produits, de terroir, de table bien mise, de vin, de convivialité. Donc j'ai tourné un petit peu autour de ça, sans forcément en faire un chapitre à chaque fois, mais ça m'a servi un petit peu de squelette, quoi, quand même. Et au fil de l'enquête, j'ai nourri tout ça. Et après, c'est une question d'habitude, de faire, je veux dire, de sortir une info. C'est un peu des codes du documentaire, c'est-à-dire que de travailler sur une double page comme ça, une double page par thème, c'est un peu toujours la même chose. Vous pouvez ouvrir plein de bouquins de jeunesse dans les librairies. Voilà, il y a un titre de double page, ce qu'on appelle le chapeau, c'est-à-dire le texte qui introduit le propos. Après, on a un texte et puis éventuellement des petits encadrés, des choses qui vont attirer l'attention sur tel ou tel détail, qui vont sortir un peu du contexte. Donc ça, vous le trouverez, ce schéma-là, il est... alors bon, après, on peut avoir 2 doubles pages pour le même sujet, ou 3. Mais voilà, c'est souvent la façon dont est construit le documentaire jeunesse en France, puis même à l'étranger d'ailleurs. Est-ce qu'on peut revenir sur le sais-tu, le précédent, sur les fruits en été ? Les fruits en hiver, voilà. Oui. Non, je voulais parce que parce que j'ai pas pensé. Oui, c'est vrai. Mais ça fait pas partie du thème. Mais ça, c'est mes convictions personnelles. C'est moi. Je me suis dit quand même, c'est important. Bon, on parle de produits bons pour faire des bons plats, etc. Et il faut aussi glisser un petit peu d'infos sur ces cerises qu'on trouve sur les marchés des fois ou les supermarchés en hiver, quoi. Donc ça va pas. C'est sûrement des choses dont ils ont entendu parler quand même, parce qu'on en parle beaucoup de ce genre de choses. Mais je me suis dit, tiens, petit aparté. Et ça fait pas partie, pour moi, du repas gastronomique des Français, clairement, quoi. Voilà. Pourtant, c'est essentiel à nos yeux et à la table de rappeler la saison. Oui, voilà, c'est ça. Et un repas gastronomique des Français, si, ils respectent la saison. En tout cas, oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que les cerises en hiver, ça ne respecte pas cette tradition. Voilà. Et donc c'est vrai que ça fait. Là, du coup, est-ce que c'est presque un message qu'on fait passer? Bon, je dirais que avec subtilité. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un message ou des infos à faire passer, qu'il faut, il faut le faire de manière le plus drôle possible, le plus vivant, quoi, aussi. Et je me mets à la place d'un enfant, j'essaye, en tout cas. Parce que je ne voudrais surtout pas finir sur ça, on va parler d'autres choses après, mais quand même rappeler deux, trois petits chiffres qui sont absolument terrifiants. Et du coup, faire des ouvrages comme ça, je pense, participe aussi
d'une éducation, je pèse mes mots, à une sorte de bien manger. Bon, alors il ne faut pas que ce soit trop didactique, mais c'est l'esprit, en tout cas, c'est ce qui anime aussi les engagements de la mission. Je veux le dire là, hein, c'est aussi une façon de lutter contre la malbouffe. Je rappelle, l'OMS, en 2016, il y a 41 millions d'enfants de moins de 5 ans qui sont en surpoids, en obésité. 41 millions. Et quand on passe aux 5-19 ans, on a 340 millions. Or, on a la faiblesse peut-être de penser que le repas gastronomique, c'est-à-dire en fait surtout cette convivialité qu'il a fallu expliquer aussi et développer, participe d'un bien manger. C'est-à-dire que ça structure le repas et c'est une façon de lutter aussi contre le surpoids. Et après, c'est parler aussi évidemment des produits, d'où les saisons. Et derrière ça, je trouve qu'au fond, c'était un peu, là pour le coup, un peu message qu'on essaie de faire passer, c'est que derrière le respect du produit et donc de la saisonnalité, on respecte aussi les hommes et les femmes qui le cultivent, qui l'élèvent, qu'ils soient agriculteurs, éleveurs de bovins, de vaches, de chèvres ou maraîchers. Et maraîchères. Ou fabricants de fromage, de tous ces savoir-faire des provinces, etc. Mais c'est drôle parce que, petite anecdote, aujourd'hui j'étais au restaurant et à côté de moi il y avait deux femmes et j'entendais comme ça vaguement et tout d'un coup il y en a une qui dit oui mais tu comprends, non mais eux ils n'ont pas de repas de famille, alors chacun à midi ils sortent le truc du frigo, ils regardent ce qu'il y a et puis après il y en a d'autres qui passent, enfin, et elle dit, mais nous c'est notre tradition quand même, on se met toujours à table, et quand même, d'une manière générale, c'est assez vrai, quoi. Alors, j'ai attendu, j'écoutais, c'était pas très poli, mais bon, en fait, elle parlait des États-Unis, quoi. Elle devait être revenue de chez une famille, je sais pas, enfin, oui, mais malheureusement, je crois que ça vient aussi en France, justement, cette... pas chez moi. Non, mais je crois que de plus en plus de gamins sont... livrés à eux-mêmes en termes de nourriture, c'est-à-dire que voilà, il y a un truc dans le frigo et puis ils se servent à n'importe quelle heure de la journée. Et voilà, et c'est forcément de la malbouffe, c'est pour rebondir ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est forcément des choses un peu déjà faites qui sortent du frigo. Enfin, c'est pas voilà, donc. Faire là c'est presque un autre débat. C'est à la fois faire la cuisine, le repas, effectivement ensemble, c'est aussi l'occasion où on peut discuter. Alors malheureusement, il est vrai que cette pratique-là se délite aussi un petit peu, mais à la faveur peut-être d'ouvrages, presque d'une prise de conscience. Et moi, je crois aussi beaucoup à l'enseignement des enfants, enfin des parents par les enfants. C'est-à-dire de cette remontée aussi comme ça, d'où l'importance parfois de l'école. À ce stade, est-ce que ce que j'avais invité en étant une conversation, c'est résumé à nous trois et à Chloé, est-ce que vous avez des points que vous souhaitez développer ou des questions sur ce qu'on a pu dire à ce stade? Voilà, j'aurais une question. Vos ouvrages destinés à l'Asie, est-ce que vous leur faites des transformations parce que les goûts culinaires des Asiatiques sont très différents des nôtres? Quand un éditeur achète les droits d'un livre, d'abord il vérifie. Ou alors ils prennent ça comme un livre exotique. Parfois, voilà. Parfois, notamment les Coréens, à une époque, ils achetaient un peu tous les droits de nos livres sans vraiment regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis après, ils s'apercevaient que ça allait pas du tout. Donc ils disaient non, mais finalement, je vais pas le prendre parce que ça va pas aller ça correspond pas à notre culture. Mais voilà, ils regardent d'abord s'ils peuvent les adapter. Et nous, souvent, alors avec l'accord des auteurs, on accepte qu'il y ait des modifications, des adaptations qui soient faites. Bon, après, quelquefois, ce sont des adaptations qui visent un peu à la censure, hein, notamment quand on parle de la Chine. Mais on accepte ou on n'accepte pas. Alors du coup, on aurait dû, à la fin, on a quelques pages sur les autres traditions, les autres trésors gastronomiques inscrits à l'UNESCO. On aurait dû mettre le kimchi, qui est inscrit, donc c'est ce chou fermenté, par la Corée du Nord et la Corée du Sud. Peut-être ça aurait facilité la vente de droits. Ils l'ajouteront. Ils l'ajouteront, en effet. D'autres petites questions, interventions? Alors moi, je vais redonner la parole à Chloé, si vous voulez bien. Juste pour dire comment se passe effectivement ce dialogue, à la fois à distance. On en a parlé un petit peu, mais d'abord nous dire en fait quel est le rôle qui a été le vôtre dans la conception de cet ouvrage et le dialogue qui se fait à distance entre l'autrice
et l'illustratrice. Et comment vous recevez, c'est vous qui avez reçu les crayonnés? Oui, alors comme le disait Isabelle, effectivement, on est deux. Il y a effectivement la partie plutôt partie texte, donc effectivement on est toujours en lien avec Isabelle, et la partie plutôt de l'image, où effectivement on a un directeur artistique, directeur de création qui est en lien avec l'illustratrice. Donc ça, effectivement c'est un jeu de passation, disons. Et donc oui, j'ai reçu les crayonnés. Moi j'ai une première lecture, donc effectivement je note ce qui parfois me dérange, qui pourrait être amélioré, ce qui parfois est en redondance avec le texte, ce qui parfois est trop éloigné, et je fais suivre les crayonnés. Donc les crayonnés, c'est voilà en l'occurrence Amélie nous fait, disons, des bonhommes patates, un peu pour nous signifier, pour qu'ensuite elle puisse passer à la couleur. Donc c'est vraiment une première étape. Là, effectivement, on a encore le temps de dire, voilà, là ça me va pas du tout. Là, tu as mis, je vous dis ce qui me passe par la tête, mais là, autour de la table, tu as mis 3 garçons. Ça serait bien d'avoir un garçon, une fille, éventuellement un adulte. Voilà, c'est ce genre de remarques-là. Et après, donc effectivement, j'ai fait suivre avec mes remarques à Mira et on en discute. Voilà, parfois, moi, je te dis, bon, là, non, peut-être que tu vas un petit peu trop loin. Parfois, c'est moi qui me dis, bon, bah, effectivement, là, j'aurais mis un verre d'eau, bon, on peut s'en passer. Voilà, c'est ce genre de discussion qu'on peut avoir. Et après, effectivement, je compile un peu tout ça, je fais le tri et je redonne un peu nos remarques au directeur artistique, qui lui aussi voit ce qu'il est possible de faire dans l'espace de la page, qui va plutôt parler de composition avec l'illustratrice. Oui, parce que c'est assez contraignant finalement, une page, on ne peut pas tout dire. Déjà, il faut choisir ce qu'on va illustrer. Enfin, l'illustratrice, elle doit alors quelquefois on lui indique, mais voilà. Et puis la manière dont on va le faire, c'est beaucoup d'ellipses finalement. C'est beaucoup de symbolique. C'est beaucoup de choses qui vont faire penser à ça, mais qui vont pas forcément expliquer de A à Z tout ce qu'il y a dans le texte. Donc c'est tout ça, toute cette difficulté-là qui fait ça doit être intelligible pour tout le monde. Donc à commencer par l'autrice, à commencer par la personne, enfin les partenaires. Donc tout le monde doit se retrouver dans le dessin. Et c'est pas toujours, ça a l'air évident comme ça, mais ça ne l'est pas toujours. C'est vrai que l'illustratrice, elle a un vrai travail d'auteur. C'est pour ça qu'ils ont des droits d'auteur comme les auteurs de l'écrit. Et je trouve ça complètement justifié, en jeunesse en tout cas, parce que ils illustrent pas le texte. Ils vont au-delà et ils font un petit pas de côté et ils apportent vraiment une touche où l'enfant va, voilà, comme le poème de Prévert, il va s'envoler à travers la cage. Enfin voilà. Et c'est vraiment un travail de création au même titre que l'auteur, je trouve. Voilà. Oui, puis c'est la grande force aussi d'Actes Sud, c'est-à-dire que toutes les maisons ne laissent pas cette carte blanche, c'est pratiquement une carte blanche aux illustrateurs qui effectivement, tu parlais de laisser s'échapper l'imaginaire, c'est ça, c'est vraiment, effectivement parfois on leur indique parce qu'il y a des choses très importantes à illustrer, mais parfois souvent ils sont très libres en fait. Et Amélie Fontaine, il y a une poésie dans ses illustrations, beaucoup d'humour aussi, et elle a été assez libre en fait sur ce documentaire, et tu l'as laissé assez libre parce que... Oui, et j'avoue que moi aussi en tant qu'auteur, j'ai toujours, chez Actes Sud, été très libre. C'est dingue, quoi. J'ai carrément carte blanche totale pour faire la structure de mon livre comme je le veux. Après, bien sûr, c'est accepté ou pas. Oui, mais enfin, en général, c'est libre. Oui. C'est très libre et c'est accepté. Il y a peut-être des discussions, mais enfin, c'est très, très agréable, quoi. Vraiment, il n'y a pas de carcan, c'est vraiment super. C'est un travail d'équipe, faire un livre. En plus, c'est un travail d'équipe complètement, mais bien sûr. Il y a 2 créatrices, en l'occurrence, mais c'est vraiment faire ensemble. Je trouve que tout le monde a voix au chapitre, et ça, c'est ce qui fait j'espère que vous le ressentirez dans le livre, et c'est ce qui fait la beauté finale, en tout cas, de l'objet imprimé. Le partenaire dont vous parliez, je dois avouer qu'il n'avait aucune pratique de la réception du crayonné. Qu'il a pris sur lui pour imaginer, parce que franchement c'était pas du tout évident, qu'on ne connaît pas du tout. Non, mais on conçoit bien que ça soit difficile. Ce que vous dites maintenant, donc effectivement, enfin, après, ce qui est plaisant, c'est de faire confiance à ceux dont c'est le métier, à celles dont c'est le métier, là, en l'occurrence, et de voir comment ça a évolué. Puis après, c'est vrai que j'ai regardé un peu le site d'Amélie Fontaine, j'ai vu ce qu'elle avait fait. Enfin bon, c'est vrai que c'était faire confiance et de voir l'évolution.
c'est assez frappant. Enfin bon, c'est une belle expérience aussi de ce point de vue-là. Oui, et puis bon, après, c'est vrai que moi on travaille beaucoup en partenariat, Chloé peut en témoigner, et que c'est pas toujours simple. Hein, quelquefois, c'est dans toutes les questions scientifiques, notamment, voilà, il y a quelquefois un manque ils comprennent pas toujours pourquoi. Voilà, on essaye de trouver un consensus, et puis en général, on y arrive. Bon, on l'a vu, c'est presque l'artisanat en fait. Hein. C'est un bel objet. Et même vous avez parlé d'industrie du livre tout à l'heure, le marketing et tout ça. Est-ce que question un peu provocante et presque un peu pour conclure, est-ce que notre bel objet, il n'est pas un peu ringard aujourd'hui au moment où beaucoup de messages, de dialogue passent plus par en tout cas pour ces sujets-là, direction des jeunes publics. Est-ce qu'on arrive à sensibiliser l'influenceuse youtubeur et le message TikTok avec nos beaux livres? Non, mais c'est sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes... voilà, on joue pas dans la même cour et les contenus sont pas les mêmes. Enfin, moi, j'aimerais bien aussi avoir l'audience que certains TikTokers ont. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est différent, qui est dans une continuité, qui est un objet finalement où il y avait des trucs qui circulaient il y a quelques années comme présenter le livre comme un objet extraordinaire avec une technologie extraordinaire, mais parce que un livre, c'est quand même un truc très simple qui n'a pas besoin d'être rechargé, qu'on a toujours sous la main, qu'on peut emporter partout. Bah, c'est quand même assez génial comme invention. Donc pour l'instant, voilà, on essaye de trouver du plaisir à en faire. Et puis bon, après, si les temps changent, hein, on s'adapte. On essaye aussi de trouver d'autres Ma question était volontairement provocante et provocatrice en tout cas. Et il est clair que, pour ma part, je crois au livre. Il a pour l'instant tout résisté. Et il résiste encore. La preuve, c'est que malgré tout, les livres se vendent pas trop mal, notamment les livres jeunesse. Et je pense qu'il faut continuer à résister d'une certaine manière. Et les librairies sont toujours... Il se crée des librairies... je ne sais pas combien, en France, c'était une centaine ou peut-être 200, je ne sais pas, des petites librairies comme ça de quartier ou dans des petites villes. Et donc, ça veut dire que malgré tout, même si parallèlement il y a les nouvelles technologies, les TikTok et Instagram et compagnie, bien sûr, qui sont là mais ça n'empêche, peut-être que ça peut être parallèle et puis continuer sa vie. Voilà. Instagram peut tout à fait aider à aimer ce livre. Ça pourrait. Bon, on s'appuie quand même beaucoup sur les réseaux, hein, de plus en plus. Hein. L'édition, c'est vraiment maintenant, c'est emparé des réseaux sociaux, alors avec plus ou moins de succès ou plus ou moins de. Mais en tout cas, on peut pas s'en passer maintenant. Est-ce que vous avez des questions ou des points à approfondir? Oui, madame. Quand vous avez dit que vous collaboriez très facilement avec votre illustratrice et puis même l'éditrice, est-ce que ça veut dire que vous utilisez toujours la même? Ou est-ce que vous pouvez en changer? C'est-à-dire, c'est en général, et ce qui me paraît assez normal, c'est l'éditeur, le directeur artistique en l'occurrence, qui choisit les illustrateurs ou illustratrices parce que c'est lui qui les reçoit, qui reçoit les books, les portfolios moi je les connais peu finalement quoi. Donc je leur donne le plus d'infos possible pour pas qu'il y ait de problèmes techniques justement sur les informations un petit peu scientifiques s'il y en a, des choses comme ça, pour pas qu'il y ait de problèmes d'erreur quoi. Mais voilà, c'est... Oui, non, en fait on peut pas travailler avec un seul illustrateur, ça voudrait dire c'était comme si on travaillait avec un seul auteur finalement. Et puis ça donnerait tout se ressemblerait. En plus en termes de travail, ça serait même pas possible parce qu'on publie quand même 80 livres par an, donc ça ferait un travail considérable. Après, quand on fait le choix d'un illustrateur, d'une illustratrice, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte parce qu'il y a le sujet. Alors tous les illustrateurs n'ont pas envie de faire du documentaire, c'est pas tous beaucoup préfèrent faire des albums comme ça avec des histoires où c'est une histoire, c'est simple, il y a quelques images, on se casse pas la tête sur les contenus, on va simplement chercher dans notre imagination.
Déjà, il faut trouver quelqu'un qui accepte de travailler sur ce sujet-là. C'est pas si facile. Il faut trouver quelqu'un qui soit disponible au moment où on en a besoin, parce que tous les illustrateurs travaillent aussi beaucoup et ils sont pas mal sollicités. Donc il y a quand même des paramètres comme ça qui font qu'au final, on a 2, 3 noms, et puis à la fin, on en parle entre nous, qu'est-ce qu'on préfère, on en parle à l'auteur, ça te plaît, enfin voilà. Et c'est comme ça que finalement on choisit un illustrateur ou une illustratrice. Bien, écoutez, en guise de conclusion, à vos livres, à vos lectures et aux fourneaux, citoyens et citoyennes. Merci à vous. Merci.